Ok, merci. Oui, donc pour commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet sur ce webinaire, un petit rappel sur le programme Acté qui est porté par la FNCCR, donc la FNCCR qui est une association de collectivités spécialisée sur les services publics en réseau. On accompagne notamment plus de 800 collectivités sur l'ensemble du territoire national sur les thématiques que sont l'énergie, le cycle de l'eau, les déchets et le numérique, et qui porte donc le programme Acté qu'on va tout de suite détaillé, que vous connaissez peut-être pour un certain nombre d'entre vous, qui est donc un programme C2E financé par les certificats d'économie d'énergie, pardon, donc en fait financé par les obligés que sont un certain nombre d'énergéticiens et qui a été lancé pour sa première édition, donc à savoir le programme Acté 1 en fin 2018 et qui est actuellement mis en œuvre sur le programme Acté 2 depuis fin 2020 et qui permet en fait de financer la rénovation énergétique des bâtiments publics tertiaires via le financement d'actions en amont des projets. C'est-à-dire qu'on est sur le financement notamment, vous l'avez en haut ici sur l'écran, des études préalables, des ressources humaines via le financement de postes d'économes de flux au sein des collectivités porteuses des projets, des outils de mesure et de relève des consommations énergétiques et des études de maîtrise d'œuvre. Donc, c'est effectivement le gros du programme Acté et qui comporte en fait l'ensemble des appels à projets dont fait partie le sous-programme Acto dont on va parler ce matin. Le deuxième pilier du programme Acté, pardon, c'est la cellule téléphonique de soutien aux collectivités, puisque le programme Acté a vocation, au-delà d'apporter des financements pour réaliser les projets, de pouvoir vraiment amener un soutien opérationnel aux collectivités via du conseil, donc du conseil direct via la cellule soutien, mais aussi par différents formulaires par lesquels les collectivités peuvent nous contacter euh, sur différents sujets en fait, liés à la rénovation énergétique des bâtiments et à l'efficacité énergétique. Et le troisième pilier, c'est la production de ressources et outils qui vient alimenter cette logique de soutien opérationnel pour pouvoir fournir directement aux collectivités et en libre accès l'ensemble des documents qui leur est nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre les projets qui poursuivent. Donc, on peut voir ici notamment un MOOC pour la formation des agents, des fiches et guides thématiques ou des documents modèles de type CCTP ou autre cahier des charges pour pouvoir accélérer cette dynamique de rénovation énergétique. Alors, avant de passer directement aux différents retours d'expérience, puis de terminer notre webinaire de ce matin avec la présentation détaillée de l'appel à projet Acto, un petit retour sur les besoins aujourd'hui qui sont liés à la rénovation énergétique et de façon générale à la réduction des consommations d'énergie et d'eau dans les piscines. Vous avez ici un petit schéma qui donne, sur des ordres de grandeur, un comparatif entre un bâtiment qu'on pourrait dire classique du tertiaire public, de type mairie, salle des fêtes, qui environne les 250 kWh par mètre carré par an. On est encore une fois sur une moyenne et sur des ordres de grandeur où il ne faut pas se fier directement aux chiffres, mais à titre de comparaison, on voit bien qu'une piscine peut aller entre 2000 et 3000 kWh par mètre carré par an, voire plus, même aux alentours des 4000 pour les gros centres aquatiques qui ont des fortes consommations. Donc, il y a des vrais besoins. Alors, forcément, les piscines seront toujours des sites qui consommeront plus du fait que l'usage qui en est fait est forcément plus important que sur un bâtiment de type mairie. Mais en tout cas, ce qu'on peut observer, et c'est un petit peu l'objet aussi de notre point de ce matin, c'est de dire qu'il y a quand même des grands gisements de réduction et que c'est quand même des dépenses qui sont compressibles, euh, qui ont un impact aujourd'hui fort sur les collectivités, sur leur budget de fonctionnement. Et ce sont des sites qui peuvent représenter assez souvent l'équipement le plus consommateur à l'échelle de la collectivité, et voire même parfois pour certaines communes qui ont encore gardé la compétence et des petites communes qui représentent plus que l'ensemble des consommations additionnelles de tous les autres bâtiments. Donc, il y a un vrai besoin de réduire ces consommations, tant au niveau énergie qu'au niveau de l'eau, et qui est aussi, on va le voir maintenant, directement lié à la réglementation, puisque beaucoup d'entre vous doivent savoir que le décret tertiaire issu de la loi Elan
et qui se décline dans le cadre du dispositif éco-énergie tertiaire qui est rentré dans sa phase opérationnelle cette année, oblige, entre autres, pour les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés, trois échéances, enfin trois obligations donc, de réduction des consommations à trois échéances, que sont 2030, 2040 et 2050, et donc moins 40% d'énergie, moins 50 et moins 60. Il se trouve que la quasi-totalité des piscines et pour la totalité des centres aquatiques, ces sites sont soumis au décret tertiaire. Donc, il y a, au-delà des vrais besoins en termes de maîtrise des coûts de fonctionnement et de performance énergétique, un vrai enjeu au niveau réglementaire pour entrer en conformité avec ce décret-là. C'est aussi l'intérêt du sous-programme ACTO, puisque le décret, pour pouvoir définir des années de référence et partir dans une logique de réduction à ces différentes échéances-là, implique de pouvoir faire un état des lieux des consommations. Et donc, dans le cadre du programme ACTO, qu'on verra plus tard, le financement d'audit énergétique ou autre étude permettra donc de définir ces consommations-là. On va tout de suite partir sur la partie retour d'expérience. Alors, je ne sais pas si M. Ménez est là ou c'est peut-être M. Blondel qui fera la présentation. Oui, bonjour, je suis bien là. Oui, bonjour. Donc, voilà, j'ai mis M. Ménez, ce sera donc M. Blondel. Donc, pour ce premier retour d'expérience, on va donc partir du côté de Chartres-de-Bretagne avec M. Châtenay, qui est directeur. Alors, on entend on a un bon retour, je pense, de votre côté, M. Blondel. Ah, Est-ce que c'est... Non, je ne pense pas que c'est vous, en fait. c'est mieux là? C'est bon, là. Parfait. Oui, donc on va commencer avec ce premier retour d'expérience sur la piscine de la Contrie dans Chartres-de-Bretagne et avec une présentation à deux voix avec M. Blondel de la société Onsen qui a accompagné de la collectivité sur un projet de réduction des consommations d'eau. Je vous laisse la parole. Je ne sais pas si c'est M. Châtenay ou vous, M. Je vais Blondel. démarrer. Monsieur Châtenay vous fera le retour sur l'installation sur la Très piscine de bien. la Contrie. Et du coup, on peut passer la slide si vous voulez. Donc, bonjour à tous, Alexandre Blondel. Donc, moi, je représente la société Onsen. Onsen, on met en place des solutions à la fois des machines qui vont être installées dans les locaux techniques et à la fois des solutions de pilotage qui vont vous permettre d'avoir un retour très, très précis sur l'utilisation de votre piscine et les consommations énergétiques de celle-ci, en prenant en compte tous les facteurs qui sont en lien avec ce type de bâtiment. Donc, la météo, la qualité de l'eau, tout ce qui va être les fréquentations au plus précis, parce que c'est ça qui va entraîner le lavage de filtre et les fortes consommations d'eau. Et ça va permettre d'avoir un suivi très précis de la réglementation et de pouvoir récupérer les calories. Donc, comme je vous le disais, on va se décomposer en deux parties. Ce sera la slide d'après. La partie machine. Donc là, on a l'exemple d'une installation d'une piscine typique avec deux bassins, le bassin sportif et le bassin ludique. On a vraiment poussé le concept au plus loin là-dessus. On va sur de l'éco-conception des machines. Donc, on voyait les carters qui tranchent un peu dans les locaux techniques qui sont souvent très ternes. Donc là, on est sur du plastique recyclé issu de l'industrie ou repêché en mer. On a deux filières d'appro. Une installation simple et modulaire pour être performante. Donc, en fait, on vient toujours installer une machine par circuit de filtration, ce qui nous permet d'avoir vraiment un suivi très, très précis de l'installation et du fonctionnement de la piscine. La slide d'après vous présentera à peu près le schéma, donc ce que vous retrouvez actuellement. En fait, typiquement, les piscines sont faites comme celle-ci, avec l'eau qui rentre au niveau du compteur à l'entrée, qui va dans le bac tampon et un circuit fermé après qui sur l'ensemble de la piscine et avec de l'apport d'eau neuve pour le nettoyage des filtres. Donc ça, c'est beaucoup de consommation d'eau pour rien et c'est de l'eau qui n'est pas réutilisée, qui part directement aux égouts derrière. Une fois la mise en place de la machine, on va avoir vraiment une maîtrise du renouvellement d'eau avec un préchauffage à haute efficacité, pardon. Donc on voit qu'on va se servir de l'eau du bac tampon, donc le petit 1 sur le schéma en rouge. On va venir récupérer les calories pour venir préchauffer l'eau en entrée. Donc là, on va avoir vraiment une économie importante sur l'énergie de l'eau de chauffe du bassin.
L'eau du réseau qui arrive souvent en moyenne à 13 degrés, on va pouvoir, nous, grâce à l'efficience de notre échangeur, vous la préchauffer à 27 degrés. Donc, ce qui permet maintenant de pouvoir accéder, enfin, pour réchauffer l'eau au bassin, vous n'aurez plus qu'une chauffe de 2 degrés. Ça va permettre aussi d'avoir 3 vies pour l'eau. Donc, la baignade, la récupération de calories et l'eau, une fois qu'on a piqué les calories de celle-ci, on va pouvoir la stocker dans un bac de lavage pour pouvoir laver les filtres. Donc, on aura plus besoin d'eau neuve pour le lavage de filtres. Et l'autre avantage, c'est qu'on pourra faire des lavages de filtres toute la journée sans avoir de problématique de refroidissement de l'eau des bassins ou même de sécurité avec de l'aspiration par les bombes de fond ou ce genre de choses. Donc, ce qui permet d'avoir des économies qui sont conséquentes. On peut passer. Et là, à ce moment-là, je vais laisser M. Châtenay prendre la parole pour le retour d'expérience sur la contrée. Voilà, bonjour à tous. Donc, Stéphane Châtenay, je suis le directeur du CIVU Piscine de la Contrie. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Alors, la piscine de la Contrie, c'est un équipement assez récent, construit en 2008 pour un projet qui avait démarré en 1998. Et en 2008, c'était une des premières à être chauffée au bois, avec une chaudière Comte. Et puis, moi, je suis arrivé après 4 ans d'exploitation. Je suis arrivé en 2012, fin 2012, donc ça fait maintenant 10 ans. Et nous avions un souci tout simplement de taille et aussi d'équilibre énergétique entre la chaudière gaz et la chaudière bois. Donc, il a fallu essayer de trouver des solutions pour débloquer des moyens d'économie pour pouvoir investir techniquement dans les évolutions possibles de la piscine. La première chose qui a été faite, c'est de stabiliser le fonctionnement de la chaudière bois. Puis ensuite, d'économiser l'eau de bassin. On est passé sur des systèmes d'analyse d'eau en ampérométrie, que vous devez tous connaître, bien sûr, et qui permettent de ne pas jeter de l'eau par les fenêtres. Nous avons fait une chasse aux fuites d'eau, voilà, complète. Puis, suite à des problèmes techniques sur les filtres, nous avons changé la masse filtrante pour du sable de verre recyclé à l'époque, ce qui nous a permis de mettre des variateurs sur les pompes et de pouvoir baisser nos vitesses de filtration au plus près des besoins, en particulier la nuit, et de faire à peu près 200 000 kW d'électricité par an d'économie, auxquels se sont ajoutés l'année suivante 200 000 kW d'électricité sur le traitement d'air aussi, pour pouvoir, en ayant modifié aussi des installations, pour simplement suivre en fait les taux d'humidité et les renouvellements d'air en fonction de la fréquentation. Et nous avions à l'époque étudié un peu le système Hansen pour l'investissement. Et c'était un peu lourd pour les élus, donc nous avions un peu reporté cet investissement. Nous avons continué à travailler et nous avons agrandi la piscine de la Contrie. C'est important de faire le résumé parce que c'est là qu'on voit qu'on peut faire des choses très facilement, mais il faut travailler au quotidien sur les sujets. Et aujourd'hui, nous avons agrandi avec un bassin nordique extérieur, un espace bien-être, et le tout est chauffé avec les mêmes moyens techniques. Nous avons baissé de 40% nos consommations énergétiques avec tout cela en augmentant notre surface et donc notre offre de services au public, puisque la population est passée de 50 000 personnes à 75 000 personnes aujourd'hui. 12 communes sont réunies autour du syndicat de la Contrie. Et il nous restait quelques solutions à faire. Et donc, nous avons repris contact avec la société Hansen à l'occasion d'un salon. Et nous avons discuté justement des C2E, des certificats d'économie d'énergie, qui pouvaient permettre de financer cette installation. Et cette installation était très importante pour nous car la ressource est encore très rare au niveau de l'eau, mais les économies d'énergie sont un souci permanent dans l'évolution et c'est un petit peu ce qu'on appelle la chaleur fatale, c'est-à-dire le degré ultime de récupération d'énergie qui, pour nous, reste le plus important puisqu'on jette toutes ces calories à chaque lavage. Nous avions déjà des petits étangs qui nous permettaient d'éclorer l'eau des pédiluves et de la rejeter dans le réseau d'eau pluviale et donc d'économiser un petit peu sur les taxes d'assainissement. Mais aujourd'hui, face au coût des calories et face au coût de l'électricité, il faut trouver des solutions qui vont au cœur du système. Et pour moi, le système Hansen, après avoir regardé d'autres systèmes, était le plus abouti et le plus évolué et le plus performant.
c'est pas, voilà, je suis fonctionnaire territorial, donc c'est évident que c'est pas mon intérêt personnel à moi que je défends, c'est l'intérêt des piscines en France, et ça fait un moment que je travaille sur le sujet, puisque vous savez que nous sommes la première piscine labellisée piscine de demain avec 3 étoiles, et que toutes ces économies d'énergie nous ont permis d'offrir plus avec moins, puisqu'aujourd'hui, en 2022, nous consommerons moins d'énergie qu'en 2012, par exemple. Nous avons commencé tous ces travaux-là. Donc, nous restons performants avec plus de surface de bassin. C'est vraiment très important. Nous allons pouvoir récupérer voilà, de l'eau, parce qu'aujourd'hui, en Ille-et-Vilaine, j'ai encore recevoir le mail de l'ARS qui me dit vous ne pourrez pas faire votre vidange au mois de décembre de votre bassin sportif que vous deviez faire au mois de septembre. Donc, pour l'instant, on va repousser encore cela, mais ça veut dire que c'est une situation qui risque de perdurer, et tout ce que nous pourrons économiser comme eau, ce sera important. Nous avions déjà économisé 4000 mètres cubes d'eau par an. Je rappelle que le coût de la molécule d'eau et plus le traitement, plus le chauffage, l'année prochaine, on sera autour de 10 € peut-être, avec les coûts de l'électricité et du gaz. Et donc, quand on économise 4000 mètres cubes d'eau, c'est quand même très intéressant. Nous étions déjà à 50 litres à peu près par baigneur, avec des années à 48 litres, 42 litres. Eh bien là, nous allons pouvoir encore baisser notre apport d'eau neuve par baigneur en gardant surtout un niveau de prestation et de qualité d'eau qui sera contrôlé par l'ARS et qui est toujours stable depuis toujours. Une chose très importante aussi par rapport à la piscine de la Contrie, c'est que nous sommes la première piscine qui est pilotée par l'intelligence artificielle avec une société bretonne de ce côté-là. Et le système Axone va s'installer en complément de tout ça, et je vais pouvoir suivre mes consommations d'eau derrière, et nos agents vont pouvoir les suivre au jour le jour de façon très précise et en ligne surtout, ce qui va nous permettre de suivre la moindre perte ou le moindre mouvement, tout simplement. Donc voilà, c'est un travail très long, puisque la projection aujourd'hui pour la piscine de la Contrie, ça va être de devenir producteur d'énergie pour pouvoir chercher de l'autonomie et stabiliser ses coûts et ses masses, la masse financière en fait que les communes versent chaque année au syndicat à vocation unique. Sachez qu'un CIVU, l'avantage, c'est qu'on est presque comme une entreprise privée, entre guillemets, avec des fonds publics, c'est-à-dire qu'on voit une comptabilité extrêmement précise de tous les coûts. Tout n'est pas noyé dans l'ensemble de la collectivité, et ça, c'est un des éléments qui sont très contraignants, mais qui imposent une certaine vigilance, une certaine performance et une recherche de solutions. Je vois qu'on me demande le coût. Le système Onsen, pour nous, eh bien, il est pris en charge à 100% par des C2E. Donc, au niveau de la collectivité, c'est transparent. Par exemple, nous avons fait isoler tous les tuyaux des bassins et tous les tuyaux de calories aussi par une autre société avec de la laine de roche certifiée EcoCert, qui nous permet aussi de gratter un petit peu de calories encore et de maintenir le confort. Parce qu'au bout du compte, tout ça, quand vous mettez vos enfants dans l'eau et que vous êtes dans une eau à 25, 26, parce qu'il faut absolument économiser l'énergie, vous avez des enfants qui ne sont pas en situation d'apprentissage. Ils sont en situation de froid, d'inconfort, et donc ils n'apprennent pas. Alors, d'une part, ça va être très difficile de leur apprendre à nager correctement. D'autre part, ils vont avoir une très mauvaise image de la piscine. Donc, il est évident que la génération future des clients iront ailleurs. Et la situation n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'apprendre à nager aux enfants. C'est quand même notre métier principal. Donc, nous, toutes ces installations-là vont nous permettre de maintenir des conditions de confort. On a à peu près 0,5 degrés de moins depuis cet été parce qu'il faisait très, très chaud. Les gens sont habitués, mais on n'ira pas en dessous parce qu'on ne peut pas accueillir des enfants. On accueille 59 écoles, 8 collèges, enfin, comme vous tous, et on ne peut pas refroidir les enfants comme ça. Ou alors, il faut faire des cours de 30 minutes ou de 20 minutes, mais ça devient difficile en termes de pédagogie. Donc, l'objectif, c'est d'offrir quand même des prestations de confort. Sur le bassin nordique, on est à 26 degrés, ça ne pose pas de souci pour les gens. Donc, je confirme, oui, 100% a été financé par les C2E, de même que l'isolation des tuyaux a été financée à 100% par les C2E.
Alors après, il faut trouver des solutions. Et on a en fait une bâche tampon, hein, je précise, le recyclage des eaux de bassin, en même temps, puisque je vois les questions. On a une bâche tampon qui vient stocker l'eau et qui va être réutilisée pour les lavages de filtres. Et donc, on a fait faire à un automaticien les programmes en coordination avec la société Onsen, puisque, si vous voulez, la piscine de la Contrie, moi, j'ai depuis toujours, même dans mon poste précédent, associé des journées avec des programmateurs pour pouvoir faire évoluer techniquement la piscine. Dans les programmes, vous avez toujours des choses qui sont figées, il faut les faire évoluer tout le temps, parce qu'il y a des contraintes d'exploitation qui vous tombent dessus et qui ne sont pas toujours vues à 100% ou visibles à 100%. Je reste persuadé qu'une piscine, ça reste une usine qui produit de l'eau de loisir. Donc, une usine, ça se fait évoluer en permanence. Ce n'est pas quelque chose qui reste figé. Il faut que ça bouge tout le temps. Et quand ça ne bouge plus, on s'ennuie, croyez-moi. Donc, voilà, je dirais qu'on est en démarrage de production avec le système Onsen. Ça va être très satisfaisant et ça va nous permettre de passer l'année 2023 peut-être avec un peu plus de sérénité que les autres. Nous sommes en train de finir la réfection de la chaudière bois pour être aussi à 100% bois l'année prochaine. Et nous travaillons sur des panneaux solaires en toiture, donc le programme ACTE m'intéresse aussi, pour de la production d'électricité en autoconsommation dans un premier temps. Et la collectivité support donc, de Charles-de-Bretagne travaille sur de la gazéification de biomasse pour pouvoir produire du gaz ensuite et du biogaz tout simplement ou du syngaz et faire évoluer aussi de la production d'électricité en complément sur les appels de puissance avec du gaz tout simplement et de la cogénération. Donc vous voyez, on n'est pas, une fois qu'on a installé tout ça, on n'a pas fini, on a encore les pieds dans les starting blocks pour commencer autre chose. Parce qu'en fait, c'est tous les jours qu'il faut arriver à trouver des solutions. Mais bon, on était un petit peu au bout des économies. Le programme Acto, enfin le système Onsen, c'est la touche finale pour nous. Et maintenant, on va passer sur de la production, tout simplement. Donc, toutes les aides seront les bienvenues, y compris pour les études. Voilà. Et je suis disponible. Alors, je précise que la piscine de la Contrie accueille le programme Piscine de demain, le 13 décembre et j'invite les collectivités parce que je suis disponible pour faire des visites, mais si vous venez globalement pour visiter, on pourra voir tous ces éléments-là. Consommation 1000 mètres cubes de bois par an. Voilà, tout simplement. Bois, c'est du bois déchiqueté, hein, je précise. Et chaudière française, bien sûr. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a d'autres questions. On a encore un peu de temps sur votre expérience. Ouais, Pour si vous Onsen. voulez, on peut juste, il reste 2 slides et puis comme ça, on pourra répondre aux questions Ouais. juste derrière. Donc la slide d'après, c'est justement les économies réalisées uniquement sur l'eau. Ce qui permet de mettre un peu une valeur aussi financière dessus. Donc on voit qu'on va économiser à peu près 2500 mètres cubes et ce qui entraîne une facture allégée de plus de 15 000 euros. Ce qui n'est pas négligeable. Et pour rebondir sur le programme Acto, la slide d'après, justement, c'est qu'on a aussi les solutions Onsen de pilotage et d'audit répondent au programme Acto et peuvent être financées en partie par le programme Acto. Donc, il ne faut pas hésiter à nous consulter là-dessus pour mettre en place un audit énergétique et pouvoir venir justement faire l'audit de l'installation et voir quelles choses on peut mettre en place pour vous aider à faire des économies. Et du coup, question. Voilà. Oui. S'il y a des questions, hein, je reste disponible aussi en dehors, mais s'il y a des questions, là pour que le schmilblick avance. Je vois qu'il y a plusieurs questions sur la partie chauffage bois. On peut peut-être avancer sur la présentation et je vous laisse, M. Châtenay, répondre directement dans le chat. Oui, de mémoire, il nous restait une slide et on avait fini. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Ok, donc s'il y a d'autres questions, là on a encore 5 bonnes minutes sur cette autre expérience. Monsieur Châtenay, je vous laisse répondre sur la partie chauffage. Il y a 3 questions qui sont liées à ça. Oui, alors je mets plein écran.
Le recyclage de vos bassins est effectué par quelle technicité? Filtration et après, c'est des échangeurs à plaques. Hein. Alors, on n'est pas en pellets, on est en biomasse bois déchiqueté. Alors, nous avons une plateforme de bois et les communes, en fait, les 12 communes, les agriculteurs, la DDE aussi viennent déposer le bois parce que ça leur coûte moins cher en transport, puisque nous sommes près de la nationale, la 4 voies Nantes-Rennes. Et on essaye d'être vraiment en 100% local pour le bois. Donc, du bio, du bois bio, je dis, quand on me propose des déchets de bois industriels, ça fonctionne très bien. Par contre, les contraintes sont bien sûr beaucoup plus importantes en termes techniques sur une chaudière bois que sur une chaudière gaz, d'où le projet de développer des productions de syngaz à partir de biomasse bois. Merci. Je vois qu'il y a une question qui est un peu plus d'ordre général de Madame Grande sur par ordre d'efficacité, quelle serait la liste des actions à déployer autant sur le chauffage que sur l'eau? Alors, je ne sais pas si c'est adressé à vous, Monsieur Châtenay, ou Monsieur Blondel, qui souhaite y répondre. Je pense que Monsieur Châtenay va avoir une vision beaucoup plus globale que moi, justement, sur cette partie-là. Moi, je vais prêcher pour ma paroisse, mais je dirais que c'est un travail assez global. Il n'y a pas d'ordre d'efficacité. Il faut savoir d'abord faire un audit de votre situation dans votre piscine. Si vous avez déjà une chaudière bois, tout va bien. Si vous n'avez qu'une chaudière gaz, la récupération de calories sera peut-être plus rapide à installer avant de changer le chauffage complètement. Il faut vraiment, vraiment faire un point. L'ensemble des piscines sont très, très variées, très différentes. Mes collègues dans les Pyrénées doivent se dire chauffage de l'eau, on n'a pas de souci. Nous, on a des problèmes de traitement chimique de l'eau. D'autres ont des problèmes de recyclage d'eau. Enfin, c'est très complexe. Donc, chaque piscine est vraiment particulière. Il faut vraiment faire un point. J'ai un collègue qui avait tout ce qu'il fallait, sauf par exemple qu'il n'avait aucun variateur sur ses pompes électriques. Donc, il n'avait aucune capacité pour baisser ses consommations d'énergie. Voilà, sur la partie électrique. Par contre, il était au bois, sur le chauffage. Donc, il y a plein de… Chaque piscine, c'est vraiment à étudier. Il faut vraiment faire un point et regarder. Et à partir de là, il y a des solutions immédiates, il y a des solutions à moyen terme et il y a des solutions à long terme, mais elles ne sont pas forcément organisables précisément comme ça dans un échange. Il faut voir sur place. C'est vraiment important. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut avancer. Alors, on a une dernière question. Alors, je pense que sur la partie audit, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure quand on évoquera l'appel à projet Acto, puisqu'on tournera autour du même sujet. On va avancer. Merci beaucoup pour la présentation. On va passer maintenant. Alors, question-réponse, on l'a déjà fait. À notre deuxième auto-expérience, Madame Orosman et Monsieur Bonjour. De Castro de la société Hydrelis, donc Ville de Garches pour Madame Orosman. Est-ce que vous êtes présente? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous laisse démarrer. Oui, du coup, je me présente, donc Monsieur De Castro de la société Hydrelis. Je suis le responsable commercial en charge de la solution On Connect Switch qu'on va vous présenter aujourd'hui. Très rapidement, pour faire un point sur la société d'Hydrelis, c'est une société qui a été créée en 2004, une société française. Nous, on est spécialisé dans la gestion des consommations d'eau. On ne s'occupe pas d'autres énergies, on est spécialisé vraiment dans ce domaine. Société qui a été créée en 2004, mais qui a commencé à commercialiser à partir de 2009. On a passé 5 ans à faire de la recherche dans un dispositif capable de détecter des fuites et surtout capable de disjoncter. Et donc, on est devenu en fait le créateur historique du disjoncteur d'eau en France. On a investi un peu plus de 5 millions de recherches dans le dispositif et on a commencé à commercialiser en 2009. On a commencé à travailler avec des grands groupes. Aujourd'hui, pour le groupe Orange, c'est quasiment 1300 bâtiments équipés. Donc, on est aujourd'hui vraiment les créateurs du disjoncteur d'eau sur le territoire. On a commencé à travailler avec les collectivités du coup en 2018. Et en 2018, on s'est fait approcher par le groupe Suez
qui a vu un véritable intérêt à notre solution. Le problème, c'est que nous, on avait breveté en fait l'ensemble de notre technologie. Du coup, ils nous ont proposé de créer une solution qui s'appelle OnConnect Switch, qui embarque toute la technologie Hydrelis, mais qui s'adresse directement aux collectivités. Donc, c'est celle-ci que je vais vous présenter aujourd'hui. On peut passer au slide suivant. Non, juste avant. Voilà. Donc, une solution brevetée. Non, toujours pas. On va y arriver. C'est bon. Donc, on est sur une technologie brevetée. Il y a 3 enjeux aujourd'hui pour les collectivités sur la partie équipement. Il y a un enjeu autour de la ressource en eau. On a des élus aujourd'hui qui constamment se battent pour faire des économies d'énergie sur la partie consommation. On a un enjeu économique, hein, parce qu'on a des grosses consommations. Moi, aujourd'hui, les collectivités que je rencontre qui sont équipées de complexes aquatiques, ça représente le gros de leur facture d'eau. Donc, il y a un véritable enjeu autour de ça. Et on a un enjeu autour du patrimoine bâti. On est capable de détecter en fait des ruptures de canalisation et des grosses fuites en moins de 3 secondes sur les réseaux. Du coup, on évite tout ce qui est dégâts aussi à l'intérieur des bâtiments et à l'intérieur de l'espace privé. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, on a le schéma du système hein, qu'on voit ici. On a toujours, nous, on vient se positionner après le compteur de facturation. On est complètement indépendant en fait, du concessionnaire. Donc, c'est aussi l'avantage du dispositif. On va le positionner sur votre réseau après le compteur de facturation. Après le compteur de facturation, du coup, on va rajouter un compteur d'eau qui va être couplé à une vanne. Et sur cette vanne, une intelligence embarquée dans laquelle on a déposé l'ensemble de nos brevets et qui permet systématiquement de détecter des fuites avérées. On ne se base sur aucune donnée historique, aucune donnée statistique. On ne fait pas de télérelève ni de surconsommation. On ne se base que sur des fuites. Donc ça, c'est vraiment important. On arrive à distinguer des fuites stables, donc des robinets, des remplissages, de fuites importantes comme des ruptures de canalisation en réseau. Donc on est capable en tout cas de différencier ces typologies de fuites de manière très importante. Dès qu'on identifie du coup la fuite, on va envoyer une alerte immédiate par SMS ou par mail au client en lui indiquant qu'il y a une fuite sur son bâtiment et on va lui donner, très important, la taille exacte de la fuite. Donc ça, c'est vraiment important parce que en fonction de la taille, on peut avoir une action différente. Donc c'est très important de donner la taille exacte de la fuite. Donc c'est un système de supervision qui se pilote à distance. On est sur un fonctionnement bidirectionnel. À la fois, on reçoit de l'information de la vanne, mais on peut aussi commander la vanne à distance. Si j'ai besoin de couper mon réseau, je peux le couper depuis mon smartphone, depuis mon portail. La vanne se coupe de manière automatique avec un programme à distance. Donc, c'est un véritable pilotage des réseaux d'eau à distance. On a un système de coupure et on a aussi un système de programmation horaire. Alors ça, on ne le met pas trop en place sur les piscines, parce qu'il y a toujours besoin d'eau dans les piscines. Mais en tout cas, on est capable aujourd'hui, en amont, d'enregistrer des horaires d'ouverture et de fermeture sur les réseaux, ce qui évite, en fait, quand le bâtiment n'est pas occupé, de ne pas avoir une alimentation en eau. Bon, là, c'est vraiment différent sur les piscines. On n'a pas forcément de fonction de coupure, mais ça peut être intéressant, en tout cas, de savoir de manière instantanée si oui ou non on a une fuite sur notre réseau. Donc nous, on accompagne les collectivités sur les premières installations et pendant 6 mois, 1 an, on a en fait un retour sur investissement qui se fait à peu près au bout d'1 an et des économies sur les factures d'eau qui sont à peu près 30%. Voilà, donc c'est un estimatif aujourd'hui qu'on a sur l'ensemble de la solution. Donc voilà un système de pilotage. Dès que vous recevez votre alerte, tout se passe via un portail, donc très simple avec un code d'accès, un identifiant, un mot de passe. Vous avez juste à vous rendre sur la plateforme et vous avez accès en fait à tous vos réseaux. Si vous avez 2, 3 piscines, c'est vraiment intéressant du coup de pouvoir piloter. Vous avez toutes vos tendances de consommation. Sachant que c'est aussi très important, on est capable de segmenter à l'intérieur d'un site. On va équiper le compteur général de la piscine, mais on va pouvoir aussi équiper le départ sanitaire, le départ vestiaire, le départ chauffage. Donc, on va pouvoir équiper différents départs et on va avoir nos consommations en fait par différents points qui vont être établis. Donc, ça, c'est vraiment important. On est capable de sécuriser après le compteur de facturation, ce qui va permettre une sécurisation de 100% du site, mais on a aussi la possibilité d'équiper des points à l'intérieur du bâtiment. Donc, ça, c'est vraiment important. Je vous laisse passer.
Donc là, on a le cas d'une piscine donc, d'Argenteuil. Donc la cliente n'a pas pu être présente aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a pris cet exemple-là. Madame Oroseman interviendra après sur son retour d'expérience. Donc Madame Oroseman est directrice bâtiment, mais il n'y a pas de piscine, pas en gestion en tout cas de piscine. Donc elle pourra vous faire des retours d'expérience sur d'autres bâtiments. En tout cas, des résultats qu'on a pu avoir sur le centre aquatique Yuri Gagarin à Argenteuil. Une installation, donc on voit les photos de l'installation. Hein, donc on installe notre système directement après le compteur et on va avoir une communication qui s'établit directement avec vous. Donc, on l'a installé en fait le 28 mars. Donc, au bout de 6 mois, on a pu détecter 10 fuites. Donc 10 fuites sur le réseau. On a du coup le tableau des fuites. On en avait détecté un petit peu plus et on a fait le point avec le client. Et finalement, il avait de l'arrosage. Donc, on a mis de côté tout ce qui était arrosage, parce que c'est des débits stables, mais sur des créneaux bien précis. Et là, aujourd'hui, voilà les fuites qu'on a détectées depuis l'installation, avec le débit en litres, la date et surtout la durée de la fuite en heures. Donc, on est capable de déterminer tout ça. Donc, on voit bien les stabilités sur nos consommations. On voit bien ces 680 litres sur une durée de 8 heures. Donc, on a vraiment cette stabilité-là qui agit. Et donc, il y a une alerte qui va s'envoyer de manière immédiate pour indiquer qu'on a une fuite sur le réseau. Donc, voilà un petit peu sur le détail. Donc, très important de le préciser, on travaille en direct avec les collectivités, mais on travaille aussi avec des bureaux d'études. Hein. On a l'habitude de travailler sur de la prescription de bâti neuf ou en rénovation. On est très souvent prescrit, donc on a vraiment cette faculté-là. Donc, à la fois sur donc de l'équipement direct, mais aussi sur de la rénovation ou sur de la création. On est complètement capable aujourd'hui d'équiper. On n'a quelqu'un de dédié bureau d'études en interne, mais en tout cas, on est capable vraiment d'équiper tout type de site. On est capable d'équiper tout type de diamètre. Hein. Aujourd'hui, sur le centre Yuri Gagarin à Argenteuil, c'est un diamètre 100. Donc voilà, on est vraiment sur tous les gros diamètres du DN15 aujourd'hui au DN100. On est capable de sécuriser tous les types de diamètres. Donc voilà un petit peu sur l'ensemble de la solution et le retour d'expérience du coup d'Argenteuil, qui est la dernière piscine qu'on a pu équiper, nous, en mars, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'équiper des piscines, mais on est quand même, comme vous pouvez le comprendre, très impliqué sur tous les autres bâtiments des collectivités, les gros consommateurs d'eau, que peuvent être les écoles, les gymnases, les complexes sportifs, donc tous ces consommateurs en eau. Donc le cas de la piscine d'Argenteuil est quand même un bon cas, parce qu'on voit quand même 10 fuites, avec des fuites qui sont quand même non négligeables, des chiffres qui sont quand même assez importants. Quand on voit des chiffres à plus de 10 000 litres sur 10 heures, ben voilà, ça commence à chiffrer. Donc, le but, c'est d'alerter pour une intervention le plus rapidement possible. Donc, voilà pour la partie piscine. Je vais vous laisser passer au slide d'après. Et je vais laisser du coup la parole à Madame Oroseman, avec qui on travaille depuis décembre dernier, et les résultats qu'on a pu du coup lui présenter sur l'ensemble de ces bâtiments. Bonjour à tous. Comme M. De Castro vous a dit, je suis directrice des bâtiments de la ville de Garges-les-Gonesse. Effectivement, nous n'avons pas de piscine en charge puisqu'elle est à la communauté d'agglomération, mais par contre, nous avons déployé la solution de détection de fuite sur 5 de nos sites déjà là, en décembre de l'année dernière. Nous avions identifié des bâtiments variés afin de pouvoir justement estimer le gain qu'on pouvait avoir avec cette solution. Donc nous avons équipé 3 écoles, un marché et un complexe sportif de la détection de fuite d'Hydrelis. Sur certains sites, nous avions mis en place une seule vanne juste après le compteur général. Par contre, sur d'autres sites, nous avions identifié différents réseaux d'eau qu'il fallait pouvoir séparer et pour détecter les fuites, à savoir des réseaux liés à la restauration, à la chaufferie, ou bien, par exemple, sur le complexe sportif, on avait des zones avec le côté tennis, le côté vestiaire, etc. Et ça nous a permis, en fait, de pouvoir mieux localiser certaines fuites, puisqu'effectivement, sur tous ces sites, nous avons détecté des fuites pendant les mois d'exploitation qui ont suivi. Ces fuites ont été détectées de façon très simple parce que avec la mise en place des vannes, il y a une plateforme en fait web qui nous permet de recevoir des alertes, alors sous forme d'email pour l'instant, et ensuite nous pouvons aller sur cette plateforme pour avoir des infos plus complémentaires sur le niveau de fuite détecté, de quelle heure, etc. Et en fait, cette plateforme est vraiment très simple à manipuler et pour pouvoir se rendre compte du débit d'eau en fait sur chaque bâtiment.
Quand il n'y a pas de fuite, par exemple, on peut voir que sur le marché de l'hôtel de ville, on voit bien que les pics de consommation sont liés au jour où il y a effectivement le marché, et quand il n'y a pas marché, il n'y a plus de consommation, et voilà, c'est très net. Voilà, sur les 6 mois d'exploitation, comme disait Monsieur de Castro, on a pu identifier donc après 44 fuites et surtout on a pu éviter une grosse catastrophe sur un groupe scolaire à peu près dans le temps des élections qui ont eu lieu l'année dernière. Ça rappelle à tout le monde des souvenirs. On a eu une grosse casse de canalisation et en fait la vanne installée a fermé l'eau de façon presque instantanée, si bien qu'on a eu un peu d'eau dans le local technique, mais finalement pas de gros dégâts. Donc vraiment, c'est quelque chose qui nous a permis évidemment d'économiser de l'eau, mais surtout de ne pas avoir de sinistres plus graves dans le bâtiment. Le déploiement de la solution a été fait en 2 temps. Il y a d'abord eu, donc, une fois qu'on avait identifié les sites concernés, un audit qui a été réalisé par les techniciens d'Hydrelis. Donc, ils sont venus sur place, accompagnés par un de nos plombiers, pour voir donc l'installation, comment elle était faite. Et ils nous ont proposé, dans le cadre du rapport d'audit, plusieurs solutions de déploiement des vannes, soit à un endroit, 2 endroits, 3 endroits, avec à chaque fois le chiffrage correspondant. Autour de nos besoins, nous avons pu définir les vannes à installer, ce qui a été fait ensuite très rapidement par la société Hydrelis. Et ensuite, pendant les mois qui ont suivi, nous avons eu des rendez-vous réguliers, à peu près tous les 2 mois, pour faire un bilan de ce qui était observé sur nos installations, puisque nous avions en retour, donc avec la plateforme, mais Hydrelis également, qui analysait les données et nous aidait à bien comprendre de consommation. Et nous, derrière, donc, on déclenchait les... Il y a du bruit. Oui, est-ce que on va essayer de trouver le micro la personne ouvert. Qui n'a pas coupé son micro, ouais. Est-ce que c'est mieux? Oui, ça a l'air mieux. Et... C'est parfait. Voilà, donc ensuite dans le déroulement, c'est très simple, on reçoit les alertes en fonction, donc soit c'est lié à un usage, on va dire normal, parce que la solution a détecté en fait un pic de consommation, ou alors on voit que c'est une consommation qui perdure dans le temps, quelle que soit l'occupation du bâtiment. Et là, effectivement, on se dit, c'est soit un appareil sanitaire qui coule en permanence, robinet, WC, douche, soit effectivement, alors là, on fait des tournées de vérification, ou alors c'est une fuite sur réseau. Mais c'est vraiment très appréciable comme système d'alerte. Oui, donc du coup, pour reprendre très rapidement, donc pour le cas de la piscine d'Argenteuil, l'investissement a été de 5 700 € hors taxe pour investir sur ce dispositif-là. Aujourd'hui, quand on revoit les chiffres qu'on a pu avoir au niveau des fuites, c'est quand même des chiffres derrière où on a un retour sur investissement qui est rapide. Avec Garges, on a pu constater des résultats rapides. Justement, on a évité des dégâts des eaux. Nous, dans nos calculs de retour sur investissement, on ne prend pas en compte les dégâts matériaux que ça peut avoir. Exactement, on ne se base que sur la consommation, on ne prend pas en compte le dégât matériel qu'il aurait pu avoir au niveau de l'école, qui aurait coûté plusieurs centaines de milliers d'euros peut-être à la collectivité. On ne se base vraiment que sur la partie consommation d'eau. Donc voilà, la mairie de Garges a investi un peu plus de 43 000 € et on avait un gain estimé au bout de 6 mois de 40 000 €. Donc voilà, on a aujourd'hui rentabilisé le dispositif et demain, on commence des audits pour équiper 20 sites supplémentaires sur la commune. Donc voilà un peu pour vous donner la tendance sur le système. En tout cas, voilà, c'était important de préciser le montant d'investissement de la commune d'Argenteuil sur la piscine pour se donner aussi une idée côté piscine de ce que ça peut être, de ce que peut être l'investissement. C'est un investissement, c'est l'achat d'un matériel, vous êtes équipé du matériel. Il y a simplement une redevance de communication et d'accès au portail d'une 60aine d'euros par an. Voilà, donc c'est vraiment derrière pour les communications qu'on va établir. Les communications vont être établies soit en radio, soit en LoRa. Donc derrière, on a une redevance auprès d'Orange au niveau des communications. Donc voilà aujourd'hui au niveau des différents tarifs et comment nous on fonctionne avec
avec les collectivités et comment on peut les équiper. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, merci. Je vais voir s'il y a des questions. Je crois qu'il y en a un certain nombre déjà qui ont été répondues dans Oui, le par ma chat. collègue, oui. Oui. Alors, il y a une question sur est-ce qu'on est capable de déterminer où est la fuite? Oui et non, parce qu'en faisant de la segmentation, on est capable de déterminer d'où ça vient. Madame Roseman a équipé son complexe sportif de 7 réseaux. On a détecté en fait une fuite sur le vestiaire terrain synthétique, une fuite stable de 160 litres par heure, donc constante, hein, même quand le bâtiment n'était pas occupé. Donc, on a pu identifier d'où ça vient et du coup, la collectivité a prévu l'année prochaine des travaux sur ce réseau-là pour justement pallier à cette fuite-là. Mais sans ce dispositif, on aurait été capable de savoir qu'il y avait une fuite sur le bâtiment, mais on n'aurait pas pu identifier d'où ça vient exactement. Donc, l'exactitude, non. Par contre, on sait à peu près de quel réseau ça va venir sur le réseau en faisant de la segmentation. Ça, c'est vraiment très important. Il y a une demande sur le coût unitaire d'un appareillage. On est à peu près sur celui d'Argenteuil, donc sur un diamètre 100 avec une communication en LoRa. On était sur un investissement matériel plus installation à 5 700 € hors taxe. Tout va dépendre après, bien sûr, de la canalisation, du travail, des matériaux dont on va avoir besoin. Et c'est pour ça que l'audit est important. On réalise toujours un audit sur site, déjà pour voir au niveau de la communication, est-ce qu'on va utiliser du LoRa, est-ce qu'on va utiliser de la radio. Donc ça, c'est des tests qui sont faits en amont. On va regarder aussi si la canalisation n'est pas vétuste, hein, parce qu'on a fait des audits sur certaines collectivités, on avait des canalisations sur lesquelles on ne prend pas le risque d'installer. Donc tout ça, c'est fait lors de l'audit. Le but, c'est de ne pas se tromper après sur les installations. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important, cette partie audit qui va nous permettre de voir ce qu'on est capable d'équiper, autant sur la partie générale, donc au niveau du regard. Très souvent aussi, on n'a pas la place de pouvoir se positionner, donc c'est important d'avoir un regard dans lequel il y a la place de travailler. Et on va rentrer un petit peu en segmentation à l'intérieur du bâtiment pour essayer de chercher différents départs. Alors, oui, quand on équipe un site, on est capable de voir, oui, s'il y a déjà une fuite sur le site. On a équipé des lycées sur lesquels il y avait des fuites de plus de 1000 litres heure. On avait équipé à midi l'établissement. À 15 heures, il y avait déjà une alerte fuite qui était remontée. Donc, oui, on est capable de détecter des fuites qui sont déjà existantes. Alors, découverte d'une première fuite et correction, mesure de la fuite restante. Oui, si vous avez corrigé la fuite, mais qu'il y a toujours une fuite, mais moins importante, en fait, c'est très important sur notre système, il faut le remettre à zéro. C'est-à-dire que dès que vous avez détecté une fuite, il faut la quitter dès que vous l'avez traitée. Ça permet au système de se remettre à zéro et de redétecter de nouvelles fuites, en tout cas des fuites plus importantes. Si aujourd'hui, vous avez une fuite de 200 litres sur votre bâtiment, derrière, vous ne la quittez pas. S'il y a une deuxième fuite à 150 litres, donc moins importante que la première, vous n'aurez pas l'alerte. Si par contre, vous avez une fuite de 500 litres, donc plus importante, là, vous recevrez une nouvelle alerte. Donc, c'est très important. Il y a un travail derrière, du coup, d'acquittement qui doit se faire. Donc, il faut prendre la main impérativement sur le portail pour pouvoir, du coup, acquitter les fuites quand elles sont traitées. On ouvre autant d'identifiants que besoin, hein, c'est-à-dire qu'on ouvre à la fois à des directeurs bâtiments comme Madame Roseman, mais ces équipes aujourd'hui ont accès à la plateforme pour pouvoir piloter les réseaux et pouvoir paramétrer et acquitter les fuites en cas de besoin. Donc, les plombiers y ont accès. Quand ils acquittent une fuite, ils ont un commentaire qui est obligatoire, ce qui permet à Madame Roseman d'avoir une traçabilité des actions. Donc, on a toutes les actions qui ont été menées par nos intervenants directement sur place. Donc, comment on arrive, oui, à différencier, c'est très important, ouais, cette surconsommation d'une fuite. En fait, il y a un algorithme basé sur la taille du réseau qui est très importante pour nous. L'algorithme, en fait, créé par nos ingénieurs, il se base sur le facteur temps, le débit passant, mais surtout la taille de la canalisation. Donc, c'est très important vraiment ce facteur-là pour nous et c'est pour ça qu'on fait des audits pour avoir la taille exacte des canalisations. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, voilà, sur certains diamètres, on ne peut pas avoir tant de mètres cubes d'eau qui passe. Si on avait ce mètre cube si on avait tant de mètres cubes sur tel réseau, on va être capable de différencier si c'est une surconsommation ou si c'est une fuite. Donc, c'est pour ça que j'évoquais le cas sur Argenteuil. On avait identifié une 45 fuites initialement quand on a recensé, quand on a fait le point avec la collectivité. Et finalement, il y a eu de l'arrosage
il y a eu un peu d'arrosage des espaces extérieurs. Donc, en fait, on est redescendu tout de suite à 10 feet, parce qu'on était sur de la stabilité. Mais derrière, il y a un travail aussi qui se fait conjointement pour savoir si il y a des logements, parce que la nuit, on peut avoir dans certains établissements des logements, donc on va avoir des pics de consommation. Donc, il y a un travail après conjointement qui se fait pour identifier la nature du bâtiment et comment l'eau travaille à l'intérieur du site. Ça, c'est vraiment important aussi pour nous. Bien, merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Si vous en avez d'autres Bien. qui vous viennent, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et puis, je vous laisse Monsieur De Castro, Madame Meura y répondre directement dans le chat. Donc, merci, Madame aussi, Merci. Roseman. On va enchaîner sur notre troisième et dernière présentation de retour d'expérience. Donc, Monsieur Albert, je ne sais pas s'il est encore déjà connecté. Monsieur Kilikini, je vous laisse prendre la main là-dessus. Donc, Monsieur Alberge de Montpellier, Méditerranée Métropole et Monsieur Kilikini, président de Sony Shark. Je vous laisse commencer. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter donc, Sony Shark, pardon, ce qu'on a pu faire sur Montpellier. Et j'espère que Jérôme Alberge, qui a un programme chargé, mais a priori, dans 10 minutes, il pourra se connecter. Donc, Sony Shark, c'est une société qui a été créée il y a 5 ans, un projet qui date de bien plus loin que ça, et un peu comme notre prédécesseur, ça a mis beaucoup de temps pour arriver sur le marché parce qu'il y a énormément de R&D pour faire aboutir le concept en produit commercial qui fonctionne. Donc, les 2 sites sur lesquels on s'est installé, c'est la piscine Jean Vives et la piscine Marcel Pilert sur Montpellier. Donc, qui sont des piscines un peu typiques. Jean Vives, c'est un tournesol, une piscine tournesol du programme des 1000 piscines. Et Marcel Spilert, c'est une piscine vraiment classique aussi, avec 2 bassins, un sportif, un loisir, couvert avec une verrière, ni extrêmement vieux, ni extrêmement neuf, donc un peu une typologie classique. Donc Montpellier, tout le monde sait où ça se situe. C'est un climat qui est relativement clément. Donc, ce n'est pas forcément des piscines qui ont des consommations unitaires très élevées de par cette relative douceur du climat. Si on peut passer à la slide suivante. Alors, en quoi consiste Sony Shark? C'est tout simplement un système de pilotage qui va chercher à exploiter au mieux tous les systèmes qui sont consommateurs d'énergie dans une piscine. Ce petit schéma aux 3 cercles qui rappellera à certains les 3 cercles du développement durable, c'est volontaire, ça montre dans les 2 cercles du bas les 2 piliers qu'il faut respecter dans le fonctionnement d'une piscine, et tous ceux qui les exploitent le connaissent. Le premier à gauche, c'est la santé du bâtiment. Une piscine, c'est un bâtiment totalement atypique du fait de la présence en son cœur de grandes quantités d'eau qui sont chauffées, dans le cas des piscines couvertes. Et donc, la protection du bâtiment est quelque chose d'important. Cette humidité, si on ne la traite pas correctement, elle va aller abîmer le bâti, provoquer de la condensation et tout un tas de problèmes, d'autant que la présence du chlore rend l'eau particulièrement agressive lorsqu'elle se dépose sur les structures. Le deuxième point qu'il faut respecter, même si c'est devenu a priori extrêmement optionnel ces derniers temps, malheureusement, c'est le confort des baigneurs. Mais comme le disait le précédent interlocuteur de Charles de Bretagne, rogner sur le confort des baigneurs, c'est quelque chose qui n'est pas sans impact, réellement pas sans impact. Parce qu'effectivement, des enfants qui rechignent à apprendre la natation parce que les conditions sont très mauvaises, c'est des enfants qui apprendront mal ou pas. Et c'est des enfants qui risquent de se noyer un peu plus tard, en été, lorsqu'il fera très chaud et qui voudront barboter dans de l'eau beaucoup plus agréable. Donc, il y a un vrai souci. Le confort des baigneurs n'est pas juste une question de caprice, c'est une question de survie. On parlait des tournesols juste avant du programme des 1000 piscines. Il ne faut jamais oublier que les 1000 piscines le programme a été lancé, entre autres, à cause d'un naufrage sur le lac Léman qui a provoqué 150 morts de gens qui ne savaient pas nager
parce que ça s'est produit tout près du bord. Donc, cette notion de confort des baigneurs, c'était quelque chose de très important jusqu'à la crise énergétique. Il faut que ça reste. Il ne faut pas sacrifier simplement le confort des baigneurs en disant comme ça, on résout les problèmes. Par contre, ce qui est traditionnellement sacrifié depuis toujours, sur la plupart des piscines, ce sont les économies d'énergie. Par manque d'outils, pas par manque de bonne volonté de la part des acteurs, pas par manque d'implication de la part des équipes, parfois, mais ce n'est pas le cas général. C'est simplement que c'est compliqué d'aller économiser l'énergie sur une piscine. Donc, la façon dont on le fait, c'est de dire, OK, on doit respecter la santé du bâtiment, ça nécessite de maîtriser le taux d'humidité, ça nécessite de se préoccuper de la météo à l'extérieur, de la performance du bâti. De l'autre côté, il faut respecter le confort des baigneurs, ça nécessite de rester dans certaines gammes de température et d'humidité. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Aujourd'hui, la façon traditionnelle de faire, et tous les exploitants de piscine qui sont connectés pourront le confirmer, c'est de définir un réglage, par exemple un pour l'été, un pour l'hiver. En été, on autorise un peu plus d'humidité dans l'air. En hiver, on en autorise moins pour se prévenir, pour éviter que dans certaines périodes, on se retrouve avec de la condensation et une dégradation du bâtiment. Ça fonctionne bien, mais le réglage classique, il se situe relativement bas, c'est-à-dire loin du côté économie d'énergie. On va mettre un réglage qui va permettre de s'assurer qu'on n'aura pas de problème pour quelques jours dans l'année. Et tous les autres jours de l'hiver, on va surconsommer, sans qu'il y ait de nécessité particulière de le faire d'un point de vue pratique, parce qu'on n'a pas de risque sur la santé du bâtiment et que des réglages moins consommateurs pourraient assurer le confort des baigneurs. Ce que fait Sunnyshark, c'est tout simplement d'aller modifier les réglages à tout moment pour à la fois respecter la santé du bâtiment et le confort des baigneurs, mais en consommant juste le moins possible. Que chaque kilowattheure qui est consommé dans la partie traitement d'air, et y compris chauffage de l'eau, filtration, mais que chaque kilowattheure consommé réponde à un besoin réel, à un besoin impératif de l'installation, et non pas à une espèce de réglage forfaitaire qui fonctionne, mais qui a cet impact extrêmement déplaisant en termes de consommation d'énergie, d'impact sur l'environnement, etc. Donc, on peut passer à la suivante, je pense. Donc, comment on le fait, sans rentrer dans les détails de toutes les petites flèches, mais grosso modo, on se raccorde sur une installation qui a une GTC ou pas, une gestion technique centralisée, une gestion technique de bâtiment, ça dépend comment on l'appelle. Donc, s'il y a une gestion technique centralisée sur le site, eh ben, nous allons nous connecter à cet automate de gestion technique centralisée pour pouvoir récupérer des informations et pour pouvoir proposer des consignes alternatives aux consignes classiques qui se font. Notre automate à nous, celui qui interagit avec cette GTC, il est connecté par le biais d'un modem 4G à nos serveurs. Et dans nos serveurs, nous avons un modèle numérique de la piscine qui nous permet de savoir comment cette piscine va se comporter au cours des prochaines heures. Donc, ça permet d'anticiper le fonctionnement, ça permet de voir est-ce qu'on a réellement un problème de risque de condensation, de risque d'inconfort pour les usagers, en fonction de ce qui va se passer en termes de météo, en termes de planning d'activité, en termes de tout un tas de choses. Et un peu de la même façon que notre prédécesseur et que Onsen, qu'on connaît bien et avec qui on travaille à travailler, on va travailler de plus en plus. On a également ce qu'on appelle un dashboard, c'est-à-dire une console d'administration qui permet à l'utilisateur de à la fois indiquer ses réglages souhaités pour les différentes activités. On peut avoir des réglages différents pour les scolaires, justement, et pour les nageurs sportifs, par exemple. Et c'est cet ensemble qui va permettre d'aller chercher des modes de consommation, des modes de fonctionnement des installations techniques qui soient toujours les plus vertueuses possibles. Et un petit détail, c'est que s'il n'y a pas de gestion technique centralisée sur le site, ça arrive sur des sites un peu anciens. À ce moment-là, c'est notre système qui fait office de gestion technique centralisée en se limitant pour notre part aux aspects qui sont relatifs à l'énergie, éventuellement à la consommation d'eau, mais principalement à tout ce qui tourne autour de l'énergie.
Si on peut passer à la suivante éventuellement. Sur les choses qui sont pilotées par notre système, on a le traitement de l'air des bassins, parce qu'il faut savoir que dans les bassins couverts, le traitement de l'air est le principal poste de consommation. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir réduire cette partie-là par l'optimisation. On a également le traitement de l'eau, parce que le traitement de l'eau, c'est des pompes qui tournent 24 heures sur 24 à des débits qui sont parfois bien supérieurs au minimum réglementaire. Parfois pour de bonnes raisons, c'est-à-dire qu'on a des bassins qui ont réellement des problématiques de qualité d'eau si jamais elle ne tourne pas, si le débit de filtration n'est pas suffisant. Mais ce sont souvent des problématiques qui ne sont que conjoncturelles, c'est-à-dire on peut avoir des bassins qui présentent effectivement des problèmes de qualité d'eau en cas de très forte fréquentation, de haute température d'eau, de choses comme ça, qui sont des situations qui ne sont pas permanentes. Donc, en pilotant le traitement de l'eau, ça nécessite qu'il y ait des variateurs, ça nécessite parfois quelques petites adaptations de l'installation hydraulique, mais en pilotant le traitement de l'eau, on peut aller réduire de manière extrêmement significative les consommations électriques associées à la filtration sans dégrader pour autant la qualité de l'eau, puisque lorsque la fréquentation est faible, on peut réduire le traitement de l'eau quand la fréquentation est importante et que le bassin présente des faiblesses en termes de circulation d'eau ou de qualité de traitement, on peut augmenter ce débit de traitement et le maintenir pendant un certain temps après le pic de fréquentation. Le pilotage du chauffage de l'eau également est un aspect important. Lorsqu'on a des bassins qui sont peu profonds, il peut être intéressant, ça dépend énormément de tout un tas de paramètres, c'est vraiment un ensemble, une piscine, ce ne sont pas des équipements séparés. Mais on peut laisser glisser la température de l'eau pendant la nuit pour éviter l'évaporation, par exemple. Mais l'important dans ces cas-là, c'est d'être capable d'anticiper pour être à la bonne température à la réouverture, tout en ne sollicitant pas trop les moyens de chauffage disponibles en fonction de leurs caractéristiques. Donc tout ça aussi, ça nécessite d'avoir un cerveau, d'avoir une intelligence artificielle, puisque le mot a été prononcé, mais c'est effectivement ce qu'on a aussi, à savoir d'apprendre le comportement de la piscine et d'être capable derrière de prendre les bonnes mesures en prenant en compte l'ensemble des paramètres. Et la chaufferie, pour revenir sur ce qui avait été dit précédemment sur les chaudières, par exemple sur les chaufferies bois, une chaufferie bois, c'est extrêmement vertueux à beaucoup d'aspects. Ça a aussi des contraintes, comme il a été dit, et notamment une de ces contraintes, c'est qu'on ne peut pas descendre en dessous d'un certain pourcentage de la capacité nominale de la chaudière, faute de quoi on a des problématiques d'encrassement et autres. Donc, bien gérer une chaufferie, ça nécessite de connaître ses contraintes et en fonction de ça, de jouer sur l'inertie des demandes. Par exemple, le chauffage de l'eau, c'est quelque chose qu'on peut déporter. Ça prend du temps à chauffer, ça prend du temps à refroidir un bassin. Donc, ça veut dire qu'on peut choisir à quel moment on va chauffer l'eau. Et en utilisant de manière intelligente ces moments, on peut arriver à avoir une consommation qui soit relativement lissée et qui soit le plus possible compatible avec les moyens de chauffage qui sont disponibles sur le site. On peut passer au suivant. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, sur l'expérimentation qui avait été faite sur Montpellier, puisque c'était dans le cadre d'une expérimentation à l'époque, donc de ce qui a été pris en compte, il y a évidemment la météo. On a des capteurs spécifiques, notamment sur des vitrages, parce que la problématique de condensation se provoque principalement sur les vitrages, qui sont les points les plus faibles traditionnellement des piscines. Concernant les vitrages, il y a un aspect qui est aussi important, c'est le vieillissement des doubles vitrages. C'est quelque chose dont j'ignorais l'ampleur avant de se lancer dans ce projet il y a quelques années. Les doubles vitrages vieillissent parfois extrêmement mal, c'est très variable, mais on a des doubles vitrages qui ont perdu déjà 25% de l'épaisseur de lame d'air, donc d'efficacité, au bout de 3, 4, 5 ans. Et au bout de 10 ans, on a parfois des doubles vitrages qui sont à moins de la moitié de leur épaisseur nominale en termes de lame d'air. Et au bout d'une durée plus grande, on a déjà rencontré des doubles vitrages dont les deux parois en verre se touchaient en partie centrale, tout simplement parce que la perte de gaz
intermédiaire était tellement grande que la pression de l'air venait vraiment se comprimer les vitres. Donc là, on se retrouve avec parfois des piscines qui ont des vraies grosses problématiques structurelles qui sont liées au vieillissement de certaines parties de la structure, notamment les vitrages. Parmi les capteurs qu'on installe également, on a des capteurs dans les bacs tampons qui nous permettent d'avoir par le biais d'un algorithme adapté, qui nous permettent d'avoir une estimation de l'activité réelle dans chaque bassin, ce qui est important pour anticiper tout un tas de phénomènes et également pour ajuster les réglages en termes d'apport d'air neuf, en termes de tout un tas de choses, et d'aller réduire les consommations sans que ce soit au détriment du confort ou de la santé des utilisateurs. Donc, comme on était en mode expérimental sur ces sites-là, il y a eu beaucoup de développements qui sont faits au fil de l'eau et d'ajustements, puisque c'était parmi les premiers sites qu'on a équipés avec la version actuelle du système qu'on appelle le Smart Pooling. On peut passer éventuellement à la suite, on laissera un petit peu de temps pour les questions comme ça. Alors, une des difficultés lorsqu'on fait des économies par un système qu'on vient surajouter à de l'existant, cette difficulté, c'est de dire comment est-ce qu'on va être capable de quantifier cette économie. Parce qu'il ne suffit pas juste que le prestataire vous dise « oui, je vous assure, vous avez économisé », pour que ce puisse être cru de manière naïve. Donc, il y a une forte complexité dans les consommations d'énergie d'une piscine parce que la consommation va dépendre de beaucoup de choses. Elle va dépendre de la météo, évidemment. Si on a un hiver moins froid que l'hiver précédent, les consommations vont être impactées par cette température. C'est également impacté par les fréquentations. C'est impacté par l'ensoleillement, puisque la plupart des piscines ont des surfaces vitrées extrêmement importantes. Donc, on peut avoir des températures clémentes, mais très peu de soleil, ça va jouer aussi. Donc, il est important à un moment donné de mettre en place une méthodologie pour être capable de quantifier l'économie qui a été réalisée spécifiquement par le système qui a été installé. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles nos équipes ont travaillé pour utiliser des protocoles d'estimation qui soient reconnus et non pas des choses qui soient trop spécifiques à nos process internes. Donc, ce qu'on utilise, c'est non pas l'IPMVP formel, sauf si c'est la demande du client, auquel cas il n'y a pas de souci. Mais l'IPMVP formel, c'est un protocole qui permet justement d'estimer la consommation de base et la consommation nouvelle suite à l'installation d'un dispositif. L'IPMVP est assez lourd, fait souvent peur aux maîtres d'ouvrage, on peut le comprendre. Donc, mais c'est de se baser sur l'IPMVP pour avoir quelque chose qui soit le plus fiable possible. Donc, c'est ce qui nécessite d'avoir une certaine qualité de collecte d'informations et une approbation avant même l'installation du système de la façon dont on va estimer les économies réalisées. Je répondrai aux questions par la suite, je les vois apparaître. Donc, au niveau des résultats, sur ces deux piscines, on arrive à des résultats qui sont un petit peu conformes à ce qu'on annonce, c'est-à-dire ce qu'on annonce, c'est des économies entre 10 et 30%. C'est très dépendant du niveau d'équipement des piscines. Donc, sur Vives, on arrive à 15% d'économie. Sur Spielert, à 10% seulement d'économie, pour certaines raisons qu'on va voir juste après. Donc, Vives, c'est une piscine tournesol. Pour ceux qui en exploitent, ce sont des piscines qui ont beaucoup de vertus. Elles sont très agréables en été. Moi, je les trouve personnellement extrêmement sympathiques d'un point de vue visuel. Par contre, ce sont des vraies passoires thermiques parce que toute la partie articulée, en général, tout ce qui est un peu télescopique, qui permet d'ouvrir en été, c'est extrêmement difficile de faire quelque chose qui ait une perméabilité à l'air raisonnable. Donc, optimiser ce type de système n'est pas simple parce qu'on va avoir une espèce de base de consommation minimale qui va être relativement élevée. Mais pour autant, on arrive quand même à avoir des gains qui sont significatifs, y compris sur des sites comme ceux-là, où on a à la fois une perméabilité à l'air très importante et des vitrages qui sont de simples plaques de matière plastique
simple vitrage, donc vraiment qui pose des soucis potentiels de condensation qui peuvent être importants. Mais malgré tout, on arrive sur un site comme celui-là à générer des économies qui sont significatives. La piscine Marseille-Spilert, elle a des problématiques justement de vieillissement de vitrage, pas sur tous les vitrages, mais sur une certaine proportion d'entre eux, et qui amène, pour éviter les risques d'apparition de buée sur les vitres, donc de condensation, à réduire l'impact qu'on pourrait avoir dans l'absolu à cause de ces problématiques-là. Donc, chaque site est différent, comme il a été dit précédemment, réellement. Tout l'enjeu, c'est de s'adapter à la fois aux installations techniques, à l'automatisation du site qui peut exister, est-ce qu'il y a une gestion technique centralisée ou pas, aux problématiques informatiques qui peuvent se poser et à toutes les caractéristiques à la fois de l'enveloppe et des installations techniques. Donc, c'est extrêmement complexe, et ce qui explique que ça nous a pris énormément de temps pour avoir un produit qui soit presque en plug and play, entre guillemets, sur chaque site, grâce à l'apprentissage automatique et grâce à des solutions innovantes en termes d'interaction, en termes de mesures. Mais aujourd'hui, on est capable, sur à peu près n'importe quelle piscine, d'amener des économies qui vont être forcément variables suivant les caractéristiques. Donc, nous aussi, on a un audit préalable, on vient visiter le site, on prend tout un tas de mesures et pour estimer l'économie qu'on est susceptible de faire. Dans certains cas, on ne peut rien faire. C'est très rare, mais ça peut arriver. Dans d'autres cas, au contraire, on a des sites qui sont parfaitement adaptés à notre système et qui n'attendent plus que lui. Si on peut aller au suivant. Si Jérôme est connecté, il ne faut pas qu'il hésite à se signaler. Ben, je le vois. Et je vais le laisser parler juste après. C'est la dernière slide. Pour prendre l'exemple de Spilert, qui est classique hein, dans toutes les piscines qu'on a pu visiter, c'est extrêmement classique. Ça n'est pas du tout une exception. On a certains vitrages qui ont très très mal vieilli. Donc là, par exemple, sur une façade vitrée, on peut voir que on a un bon quart des vitrages qui sont extrêmement affaiblis et qui présentent des caractéristiques qui sont parfois 2 fois plus faibles que les vitrages d'à côté. Donc ça fait partie des choses qui sont importantes et notamment au-delà de l'apport initial que peut apporter un système comme le nôtre. Il y a un deuxième intérêt qui est d'identifier les problématiques spécifiques de l'enveloppe, les problématiques spécifiques du fonctionnement global du site, pour être capable, dans le cadre d'un programme de travaux ultérieurs, de mieux cibler ce qui va être prioritaire à mettre en œuvre et faire en sorte que lorsqu'on a un budget qui est contraint, et c'est le cas, je pense, à peu près de tout le monde, d'aller sélectionner les travaux qui auront le plus d'efficacité d'un point de vue énergétique, plutôt que de simplement dire on va refaire les vitrages, on va refaire ceci, cela. Si on prend cette façade, on n'a pas forcément besoin de refaire l'intégralité des vitrages. Par contre, on en a un certain nombre. Là, sur ce bout de façade, on a 6 vitrages qu'il faudrait réellement remplacer. Parce que c'est eux qui sont problématiques et qui nuisent, à cause de ces problématiques, notamment de condensation, qui nuisent aux possibilités de l'ensemble. C'est vraiment toujours le maillon le plus faible d'une chaîne qui définit sa résistance. Là, typiquement, on a des maillons faibles qu'on peut traiter spécifiquement. Donc, même chose pour toute la partie traitement d'air. Lorsqu'on a des installations qui sont un petit peu anciennes, parfois on peut garder une centrale de traitement d'air, mais l'améliorer, installer des variateurs, installer un système de récupération. On n'est pas forcément obligé de tout jeter. Après, si on a les moyens, il y a des systèmes aujourd'hui qui sont très performants. Il y a même des fabricants avec lesquels on travaille pour être intégrés directement dans leur système de pilotage, pour faire en sorte que le système soit directement intégré d'origine. Pareil, on travaille avec Onsen, on commence en tout cas à discuter pour faire en sorte que nos systèmes puissent être totalement intégrables l'un à l'autre et qu'il n'y ait pas de couches supplémentaires inutiles lorsque un des systèmes est installé. Et même chose sur le traitement d'eau, il y a beaucoup de choses à faire sur la filtration, sur les débits de filtration. Donc tous ces points-là font partie des choses qui sont traitées de notre côté à nous. Et je laisse la parole à Jérôme pour le coup, ou aux questions-réponses. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Emmanuel. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ah, c'est parfait.
Oui, alors excusez-moi, je suis arrivé un petit peu après le début de la présentation d'Emmanuel Kilikini, que je remercie fortement. Juste un petit retour, moi, en tant que responsable du service énergie de la métropole, et donc le retour d'expérience que l'on a avec Sony Shark et Emmanuel Kilikini. Depuis le début, l'appel à projet innovant que Sony Shark a remporté sur le volet piscine, ce que je tiens à évoquer, plusieurs points. Le premier, c'est le relationnel. Le relationnel a été très, très important et très étroit depuis le début du projet. Et ça, c'est très, très important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'un point de vue technique. Il est impératif, et ça, il faut que toutes les collectivités, s'ils veulent s'engager avec Sony Shark ou un produit similaire, c'est qu'il y a une connexion à avoir d'un point de vue technique important sur la télégestion. C'est-à-dire qu'on a mis à disposition un technicien, à Emmanuel Kilikini et son équipe, un technicien GTC, qui est notre technicien GTC à nous, enfin, ville et métropole de Montpellier, et le relationnel entre ce technicien et Sony Shark a été, on va dire, le maître mot de la réussite du projet. Si vous n'avez pas un technicien ou un prestataire GTC qui connaît son métier pour donner l'accès, etc., c'est déjà très compromis. Et puis un troisième point, qui est un peu lié aux deux premiers, c'est en plus du lien GTC avec Sony Shark, il faut aussi que votre direction informatique soit présente et donne accès aux droits à des moments, parce que ça aussi, c'est un facteur de réussite. Ça, c'était l'introduction que je souhaitais évoquer. Après, en termes de résultats, Emmanuel l'a bien évoqué dans les différents slides, on est entre 10 et 15% sur les deux piscines. Vous avez compris, deux piscines totalement différentes. Une piscine tournesol avec comme l'a évoqué Emmanuel, c'est un peu une passoire thermique, effectivement, et puis une piscine différente, avec là aussi d'autres problématiques, notamment que l'audit mené par Sony Shark nous a permis de démontrer que certains vitrages étaient anciens. Donc, ça nous a permis, nous aussi, avec la maîtrise d'ouvrage de la direction des sports, d'engager prochainement des travaux de rénovation de ces vitrages. On a beaucoup appris, nous aussi, le service énergie de la ville et de la métropole de Montpellier. Depuis des années, depuis plus de 30 ans maintenant, on a notre régie interne de chauffage à la ville de Montpellier. On travaille par conventionnement avec la métropole de Montpellier depuis des années. On a beaucoup de connaissances. Par contre, je tiens à dire que l'expérience et l'expertise de Sony Shark nous a permis aussi de démontrer que ce qu'on fait, c'est bien, mais on peut aller au-delà. Et effectivement, dans le pilotage, dans le montage de la matrice que M. Kilikini vous a démontré, eh bien, on peut aller au-delà parce que, vous voyez, 10-15%, c'est rien d'anodin, d'autant plus, je pense que je parle à toutes les collectivités ici présentes, au regard des prix de l'énergie que l'on va subir dès 2023. Donc, la question que l'on se pose aujourd'hui, ville et métropole, parce qu'on est en période de mutualisation des services énergie entre la ville et la métropole, la question est notre devenir avec Sony Shark. Aujourd'hui, c'était une expérimentation liée à l'appel à projet innovant. On est en train de se poser la question, et Emmanuel le sait, de monter un marché en interne de prestations de services en vue de déployer Sony Shark, non plus sur les deux piscines présentées mais à terme sur, alors est-ce que c'est sur les 14 piscines que compte la métropole de Montpellier, enfin on va dire les 12 autres, la question va se poser prochainement. En tout cas, on est en discussion en interne pour lancer un marché, on va dire sur le premier semestre 2023, en vue de mettre en place ce système Sony Shark, si Sony Shark remporte évidemment le marché. Juste un dernier point, 10-15%. Emmanuel a évoqué le 10%, ce n'est pas forcément beaucoup. Moi, j'estime que c'est énorme. On regarde, juste pour votre information, à toutes les collectivités qui sont présentes ce matin, pour la métropole aujourd'hui, en 2022, le coût des énergies, c'était 4 millions d'euros. Vous imaginez bien, l'année prochaine, on passera quasiment à 12 millions. Et si on rajoute à ça le budget énergie de la ville de Montpellier plus celui de l'éclairage public, on a un surcoût estimé à 22 millions d'euros pour arriver à un total de 28 millions d'euros de dépenses d'énergie pour 2023. Donc, vous imaginez 10% d'économie, que ce soit sur l'électricité ou sur le gaz, il n'y a plus de petites économies et je pense que c'est notre devoir, nous, collectivités, de bien connaître ces dispositifs qui nous sont présentés
celui de Sony Shark aujourd'hui, que je connais bien. La question est très simple. Est-ce qu'on peut se passer aujourd'hui de prestations de type Sony Shark pour faire 10, 15, 20, 25% d'économie dans nos piscines, qui, on le sait tous et toutes, sont les bâtiments les plus énergivores de la métropole. Donne un ordre d'idée, on a 14 piscines sur la métropole de Montpellier, c'est quasiment 45% de nos dépenses d'énergie sur les 80 bâtiments de la métropole. Donc, vous imaginez l'ampleur et le budget dédié au réseau des piscines sur la métropole. Donc, il n'y a plus de petites économies. On en était convaincus avant de connaître les prix des énergies de 2023, mais on l'est encore plus, d'où, je le redis, la question que nous posons entre nous, et on va constituer ce marché que l'on lancera très probablement en début de l'année prochaine. Voilà, je souhaitais amener ce petit point. Peut-être Emmanuel, il y a eu des questions techniques qui ont été posées. Je vais prendre le relais parce que je pense que tu as beaucoup plus de réponses que moi. Oui, alors j'ai répondu à quelques-unes. Ah d'accord, pardon. Merci Jérôme. Dans le chat, j'ai Thomas Dussault-Dingy qui souhaite préciser que les exploitants ne font pas uniquement du réglage été-hiver et que notamment les DSP qui ont des CPE travaillent de manière continue sur l'amélioration. C'est un fait. Hein. Je ne dis pas le contraire, d'autant qu'on connaît très bien Engie et que ça a été parmi nos premiers interlocuteurs techniques, notamment en région parisienne, lorsqu'on a commencé à lancer le projet. Simplement, on est, nous, un fournisseur d'outils qui peut servir soit directement à la collectivité, soit aux prestataires techniques, mais ils ont en interne leurs propres compétences. Je précisais simplement ce point-là. Oui, juste pour revenir sur les 10-15%, il faut savoir que dans le cadre de l'expérimentation qui avait été faite avec Montpellier, le domaine d'action était prédéfini et donc on n'a pas joué sur l'intégralité des leviers sur lesquels on est susceptible de jouer. C'est-à-dire que ces 10-15% concernent uniquement la partie traitement d'air et température de l'eau, pas du tout la partie filtration sur laquelle il y a également des choses à faire. Après, la complexité au sein de vos structures, à tous les exploitants, c'est qu'on a parfois une grande ségrégation des fonctions qui fait que ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont s'occuper de la chaufferie, du traitement d'air, du traitement d'eau, etc., de la qualité d'eau. Et ça amène, pour revenir sur ce que disait Jérôme aussi, sur la nécessité, effectivement, la contrainte que pose l'installation d'un système comme le nôtre, c'est d'interagir avec les automatismes sur place. Donc, il faut un interlocuteur, qui soit interne ou externe, qui soit disponible et compétent. Le deuxième aspect, c'est que, idéalement, pour pouvoir optimiser les consommations globales d'une piscine, il faut sortir du mode de fonctionnement en silo qu'il y a très souvent dans les collectivités et arriver à mettre autour de la même table tous les acteurs qui gravitent autour de la piscine, tous les services, et de mettre en place une stratégie commune pour pouvoir actionner tous les leviers d'économie d'énergie. C'est parfois, je ne vais pas dire, oui, je peux le dire, c'est parfois plus compliqué que la partie purement technique, cette partie organisationnelle, management et changement des habitudes de fonctionnement interne. Je rebondis sur ce que tu dis, Emmanuel, et je me permets, effectivement, tu as entièrement raison. À la ville et à la métropole de Montpellier, on a une régie, effectivement, des piscines qui s'occupe du traitement d'eau, et c'est de ceux que Emmanuel faisait reflet, où on va dire qu'on a eu même moi, qui sont mes collègues, des difficultés pour les motiver dans ce projet. Donc, effectivement, la partie traitement d'eau n'a pas été abordée sur le projet, parce que ça aurait posé peut-être divers problèmes. Et effectivement, un des gages de réussite du projet à 100%, c'est vraiment d'identifier l'ensemble des acteurs et réussir à les mettre autour de la table. Et c'est parfois facile à dire, mais plus compliqué à réaliser. Alors, j'ose peut-être espérer qu'on a toutes les collectivités présentes aujourd'hui un avantage. Peut-être c'est le décret tertiaire qui va nous obliger à engager, d'avoir une stratégie commune sur l'ensemble de nos bâtiments de plus de 1000 m² en vue de faire des économies d'énergie. Et effectivement, évidemment, je parle pour la ville, pour la métropole de Montpellier,
cet engagement, cette stratégie vis-à-vis du décret tertiaire va nous aider tout simplement à, un, identifier l'ensemble des interlocuteurs, deux, les mettre autour de la table, et trois, avec l'impulsion de notre direction générale en vue de faire des économies d'énergie, ne pourra que être facilité. Et on va dire que les vecteurs de réticence que l'on avait il y a encore quelques temps vont disparaître, ou j'ose espérer disparaître très rapidement en vue de cette conjoncture commune que l'on a envie de faire des économies d'énergie dans tous nos bâtiments liés et assujettis au décret tertiaire. Voilà, je veux juste évoquer ce petit point. Merci, on va devoir avancer parce qu'on a déjà un peu empiété sur le déroulé. Merci à vous deux et merci à l'ensemble des intervenants pour le retour d'expérience. On va avancer pour terminer ce webinaire sur la présentation de l'appel à projet Acto. Donc, on a déjà évoqué les grands contours de l'appel à projet. Pour revenir sur les modalités d'application et d'éligibilité, on va parler un petit peu des acteurs éligibles. Donc, certains d'entre vous sont présents aujourd'hui et connectés au webinaire. Donc, en termes d'acteurs éligibles, on a visé l'ensemble des propriétaires des collectivités que sont les syndicats intercommunaux, exploitants de piscines, les communes et les EPCI à fiscalité propre de type communauté d'agglo, métropole et autres communautés de communes. Et donc, dans les équipements éligibles, on a l'ensemble qu'on peut appeler des équipements aquatiques qui sont constitués par les piscines et centres aquatiques. Donc, sur les piscines, on a l'ensemble des typologies qui peuvent être représentées et éligibles dans le cadre de l'appel à projet Acto. Vous les avez ici en bas, donc piscine couverte, mixte, également de plein air, sport loisirs et donc centre aquatique aussi. Petite précision, puisqu'on a souvent la demande, il n'est pas nécessaire d'être lauréat d'un des autres appels à projets du programme acté pour pouvoir déposer un dossier sur Acto. Et à l'inverse, le fait d'être déjà lauréat d'un autre appel à projet n'est absolument pas rédhibitoire sur le fait de pouvoir déposer un dossier au titre du sous-programme Acto. Sur les sites prioritaires, alors, effectivement, dans le cahier des charges, on a indiqué qu'il y a une priorité donnée, notamment dans l'instruction des dossiers et la validation en jury de ces dossiers-là, aux sites considérés de facto comme les plus consommateurs qu'on a mis ici, ayant une date de construction plus ancienne, donc les sites construits il y a 25 ans ou plus, et les sites couverts ou mixtes qui ont des consommations liées au chauffage plus importantes forcément que les sites de plein air. Cela dit, ce n'est encore une fois pas un facteur bloquant pour les sites qui ne sont pas concernés par ces deux critères-là. Simplement, l'idée étant de voilà, bien prioriser dans le cadre de l'instruction des dossiers en fonction de des gisements et des besoins qu'il y a et qui sont issus de ces deux critères-là. En termes de candidature, chaque collectivité va pouvoir déposer jusqu'à 2 sites dans le cadre d'une même candidature et il y aura un seul dépôt de dossier possible sur la durée d'ouverture de l'appel à projet. Précision, on a une question d'ailleurs tout à l'heure là-dessus durant les retours d'expérience. Les études et missions qui portent sur des projets de construction-extension et aussi de démolition-reconstruction ne sont pas éligibles. Comme l'ensemble des appels à projets du programme acté, le sous-programme Acto porte bien sur la rénovation énergétique des sites. Donc, on est sur de l'existant et pas sur des projets de construction. Alors, petite slide pour évoquer, après 1 an et demi de lancement de l'appel à projet, où on en est au niveau des lauréats. Donc, on a 28 collectivités qui sont lauréates de l'appel à projet réparties sur 10 régions, 36 sites, puisque comme j'ai indiqué, il est possible pour une collectivité de déposer jusqu'à 2 sites au sein d'un même dossier. On a, en termes financiers, 780 000 € d'investissement et environ 325 000 € d'aide actée déjà attribués sur ces 28 lauréats. Donc, on constate une augmentation du nombre de candidatures sur les derniers mois. Donc, ce chiffre sera forcément amené à augmenter jusqu'à la fin de l'appel à projet. Je vais revenir plus tard sur le calendrier. Sur les modalités d'accompagnement et notamment les modalités de financement. Donc, ce que l'on finance sur Acto, ce sont deux piliers. La partie études techniques et la partie assistance à maîtrise d'ouvrage. On a un troisième volet qui est la partie formation qui est pour le coup prise en charge à 100% par le programme acté.
Et donc, les deux lots de financement sont les études techniques et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. L'objectif, c'est de pouvoir apporter un soutien opérationnel sur la réalisation des études et la prestation d'AMO pour pouvoir accompagner les collectivités sur notamment le passage à l'acte vers la phase travaux, pour pouvoir en fait venir en complément de la partie études. Une chose à bien prendre en compte, c'est qu'il est demandé aux répondants de solliciter des aides sur les deux axes, notamment pour pouvoir venir contribuer à cette idée cette logique de passage à l'acte, c'est-à-dire qu'il ne sera pas possible de solliciter uniquement une aide sur la partie études ou de l'autre côté uniquement sur la partie AMO. Il sera bien nécessaire de solliciter du financement sur ces deux axes-là. En lien aussi avec les retours d'expérience qu'on a eus, la prise en compte d'une réflexion sur les réductions des consommations d'eau qui sont tout à fait complémentaires aux réductions de consommation d'énergie sera notamment valorisée dans la sélection des dossiers candidats et l'instruction ainsi que la décision du jury. Alors, pour parler financement, vous avez ici les deux axes que j'évoquais sur la slide précédente. Donc, sur la partie études, le financement qui est apporté dans le cadre du sous-programme ACTO est de 50% sur le coût des études, avec un plafond fixé à 10 000 €, et sur la partie AMO, de 80% sur un plafond à 3 000 €, ce qui donne donc la possibilité pour un répondant de solliciter jusqu'à 13 000 € par site, et donc par le multiplicateur par 2, de solliciter jusqu'à 26 000 € si 2 sites sont intégrés à la candidature. En termes d'études éligibles, on a mis ici quelques études qui peuvent être éligibles dans le cadre d'ACTO. C'est une liste non éligible à la fois sur la partie études et sur la partie mission d'AMO. Donc voilà, vous pouvez avoir les diagnostics énergétiques, les COE, audit énergétique ou autres types d'études de faisabilité, type études de faisabilité sur les systèmes énergétiques ou substitution énergie-fuel. Sur la partie AMO, il y a aussi différentes choses qui sont finançables. Les assistances à maîtrise d'ouvrage pour tout ce qui est mise en conformité des critères tertiaires, instrumentation des sites, mise en place d'un contrat de performance énergétique, donc on sera plus sur des AMO juridiques, voire des assistances à maîtrise d'usage pour tout ce qui est sensibilisation ou mise en place d'éco-gestes. Encore une fois, ce sont des listes qui ne sont pas exhaustives et nous, on apprécie les différentes prestations au regard du projet porté pour chacun des dossiers. Voilà, donc j'ai mis aussi une petite phrase sur les études qui portent sur des travaux de rénovation de bâtis hors efficacité énergétique. Tout ce qui est mise aux normes et réglementaire ne sont pas éligibles dans le cadre d'ACTO. On est bien strictement sur la performance énergétique des bâtiments ciblés. En termes de calendrier, pour terminer, donc, comme je vous disais, on a lancé en avril 2021 l'appel à projet, qui se termine 2 ans après, donc le 16 avril 2023. Donc, on est sur la dernière ligne droite pour les dépôts de dossiers. On est également sur la partie lancement des formations sur une date concomitante à la fin de l'appel à projet, puisque ce sera au second trimestre 2023. Et les dépenses sont éligibles pour l'ensemble des dossiers, c'est-à-dire même les premiers dossiers déposés il y a 1 an, au même titre que les dossiers qui seront déposés jusqu'en avril 2023, sur une éligibilité des dépenses fixée au 31 décembre 2023. C'est-à-dire que les factures devront être acquittées et envoyées à la FNCCR programme acté avant le 31 décembre 2023 pour être éligibles et bénéficier de la subvention ACTO. Donc, voilà, il reste quelques mois pour le dépôt de dossier et on est sur une instruction de ces dossiers au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on a un relevé mensuel de la boîte de candidature et une transmission tous les mois ou voire tous les 2 mois au jury pour avoir un rythme de candidature assez régulier. En termes de conventionnement, rapidement, pour revenir sur le process, donc une fois que la collectivité a déposé un dossier et qu'elle a été notifiée du fait qu'elle est lauréate, ce qui prend environ 3 semaines, 1 mois après le dépôt de dossier, on établit une convention bilatérale entre la FNCCR et la collectivité en question et les dépenses sont éligibles à partir de la date de notification. Il y a ensuite un calendrier d'appel de fonds qui est défini initialement et communiqué à partir du moment où vous êtes lauréat.
et qui donc se décline jusqu'à la fin d'année 2023. Voilà, pour terminer aussi, pour faire écho à ce qu'on présentait en début de webinaire sur tout ce qui est centre de ressources acté, sur la partie spécifique piscine, il y a trois livrables qui ont été produits. Donc, un premier guide assez générique sur les pistes de réduction des consommations d'eau et d'énergie dans les piscines et centres aquatiques. Un second guide de retour d'expérience assez pratique sur tout ce qui est contrat de performance énergétique dans les piscines. Et puis, plus récemment, un guide sur notamment les actions à gain rapide avec différents niveaux d'action, de temporalité d'action, en lien avec l'explosion des prix de l'énergie dans les piscines. Vous pouvez donc retrouver l'ensemble de ces documents sur le site du programme acté qui sont libres d'accès et gratuits pour toute collectivité. Voilà, pour terminer sur les informations pratiques, donc pour candidater, vous pouvez envoyer vos candidatures à l'adresse générique d'Acté ou éventuellement me contacter, vous avez mon contact ci-dessous. Et on a également mis en place un formulaire qui est libre, qui est accessible en permanence. Si vous êtes un facilitateur de type PCI, ALEC ou syndicat d'énergie, pour un petit peu sonder les communes ou interco qui n'ont pas encore établi de projet, mais qui souhaiteraient être recontactés vis-à-vis d'un potentiel projet d'économie d'énergie et donc potentiellement intéressés par l'appel à projet ACTO. Vous avez ce lien-là qui en fait permet simplement pour la collectivité de rentrer ses coordonnées et de demander d'être recontacté par notre équipe. J'en ai terminé là-dessus. Je regarde s'il y a d'autres questions en lien. Vous pouvez demander la parole également si vous le souhaitez, en lien directement sur le programme ACTO. Alors, je regarde. Alors, il y a une question de M. Courgeant sur le document de financement. Donc, je pense qu'il s'agit du dossier de candidature qui ne permet pas de réaliser la multiplication par 2 des financements lorsqu'on intègre un second site. Alors, il faudrait que je vérifie, mais il me semble qu'il y a la possibilité où c'est inscrit de copier-coller le tableau pour avoir un deuxième tableau dans l'annexe financière. Il me semble qu'en descendant, on peut le retrouver. Je vérifierai. En tout cas, si ce n'est pas possible, on mettra ça à jour. Mais on a déjà eu des demandes sur ce type de montant, donc il faut quand même que je vérifie. Question de Madame Petit sur la mutualisation. En fait, non, effectivement, c'est un petit peu une spécificité sur Acto. Il n'est pas demandé, comme sur les autres appels à projets du programme acté, de mutualiser. C'est bien le propriétaire de l'équipement qui dépose en direct son dossier et donc la convention se fait entre cette collectivité et la FNCCR strictement. Alors, oui, ça c'est bon, on a déjà répondu. Je pense que voilà, on peut prendre 1 minute supplémentaire. Ah, je vois qu'il y a une question. Alors, est-ce le cas de tous les sous-programmes où il n'y a pas besoin de se regrouper, contrairement à Acté 1, 2 ou 3 ? Alors, si c'est le cas de tous les sous-programmes, aujourd'hui, on parle effectivement d'Acto où il n'y a pas nécessité. On a l'appel à projet Schem Acté qui est ressemblant à ce programme Acto qui également ne nécessite pas de se regrouper. Donc, c'est bien le cas de cet appel à projet de laisser la possibilité de ne pas répondre en mutualisant, mais bien en direct une collectivité seule. Alors, je gère un centre financé en PPP, notre agglo peut être candidaté. Effectivement, si vous êtes sous un format DSP ou autre, ça n'est pas bloquant pour vous de déposer un dossier. Alors après, il faut bien détailler dans le dossier de candidature comment est reçue l'aide au financement et que nous ne sommes pas propriétaires à ce jour. Alors peut-être que pour ce cas-là, il faudrait qu'on voit directement, si vous pouvez m'envoyer un mail, parce que c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'on a mis uniquement les propriétaires
Maintenant, il faut voir qui réalise l'investissement sur le site, et notamment en termes de travaux, pour voir si ça peut être envisageable. S'il n'y a pas d'autres questions, alors, un syndicat d'énergie peut-il déposer un dossier au nom d'une agglo? Alors non, puisque le dépôt des dossiers doit se faire, comme je l'indiquais, uniquement par la collectivité qui en est propriétaire directement. Cela dit, on a eu le cas de syndicats d'énergie qui ont aidé au montage du dossier, donc via un économe de flux ou un CEP qui est présent au sein d'un syndicat d'énergie et qui a le rôle d'accompagnement, mais le dépôt fera bien officiellement par et au nom de la collectivité. Je pense qu'on peut arrêter là, parce qu'on a quand même bien dépassé d'un bon quart d'heure. Je vous laisse nous envoyer vos questions si vous en avez d'autres, soit sur le contact d'Acté, soit sur le mien que vous avez là. De toute façon, je pense que le PowerPoint vous sera envoyé. Merci à tous. Merci à l'ensemble de nos intervenants également pour ces retours d'expérience très intéressants. Et puis, on vous souhaite une bonne journée.